Salut pour l'ouverture de ce conseil municipal. Donner pardon, ça va mieux. Oui, dire aussi aux personnes qui nous suivent sur le site de la ville ou sur Facebook un coucou. Voilà, en espérant qu'ils pourront participer à cette séance, qui ne sera pas forcément trop dense. Nous réservons déjà les grands débats pour le 25 février avec le débat d'orientation budgétaire et le 25 mars pour le budget, où les plats de résistance vont déjà animer nos débats. Aujourd'hui, nous n'aurons pas trop de points, donc on fera comme d'habitude. Je voulais tout d'abord aussi vous dire que nous n'avons pas pu faire cette année la traditionnelle fête des aînés, où c'était toujours très sympathique que les élus fassent le service, c'était là dans cette salle. Et nous l'avons donc remplacé par un colis, un sac avec quelques provisions. Et je remercierai aussi les élus, les bénévoles qui les ont accompagnés, quelques pompiers, d'avoir procédé à la distribution nominative. Et je peux vous dire que les échos étaient très favorables. Et j'ai eu déjà quelques cartes de remerciement, mais alors avec vraiment de beaux messages de ces aînés qui, bon, peut-être plus de temps pour écrire, mais c'était quand même sympathique. Et donc de remercier non seulement le maire, mais également l'ensemble des personnes, des élus qui ont participé à cette distribution. Voilà, donc merci. Et puis dans ce colis, il y avait entre autres un petit clin d'œil bichamois qui était les Brédeleux. On en a fait quelques-uns en plus. Comme on n'a pas l'occasion de boire un coup ensemble après, c'est au moins un petit geste, un petit souvenir que vous aurez de goûter ensemble tout à l'heure. Enfin, vous ramènerez chez vous. Et puis, j'ai aussi pensé, en tant que conseiller départemental, avoir un petit clin d'œil pour un espèce de collector, qui va bientôt être collector, puisque c'est un objet promotionnel du conseil départemental du Bas-Rhin. Alors, on m'en a encore attribué quelques-uns récemment, parce que, bon, on vide un peu les stocks avant que la prochaine écriture soit CEA. Voilà, et puis donc c'est le petit gant pour protéger vos petites mains lorsqu'il faudra gratter les pare-brises cet hiver. Mais c'était peut-être plus un petit clin d'œil sur cette évolution que nous allons voir sur notre région Alsace, mais qui sera de région que le rassemblement de 2 départements. Voilà, donc merci. Et nous allons donc démarrer par la nomination, la désignation du secrétaire de séance, et qui donc dans l'ordre alphabétique, c'est M. Chaparro, c'est ça ? Voilà. Donc, sa mission, c'est de faire l'appel nominal et de constater que nous avons le quorum, ce qui me semble être le cas, mais enfin, il vaut mieux le constater. Bonsoir, mesdames et messieurs. Donc, on procède à l'appel. Jean-Louis Orlet. Présent. Hubert Drens. Présent. Bernadette Gillot. Présent. Jean-Claude Kiffer. Il est absent. Dans procuration à Madame Francis. Nadia Moïb-Michler. René Bondol. Martin Fley. Alexis Yvon. Christine Gugelmann. Emmanuel Abella. Il est absent et il est en procuration à Madame Fleit. Thierry Bélin. Présent. Hatim Bouenda. Il est absent et il est en procuration à Monsieur Drens. Audrey Brocal, absente, dans procuration à Madame Fullenbach. Chaparro David, moi-même, présent. Marie-Pierre Chiche. Présent. Altena Dalipi. Présent. Sophie Devoile. Présent. Stéphanie Domaine-Roche. Petit Essir, il est absent et dans procuration à M. Moing. Nathalie Francis. Nicole Fullenbach. Karine Huck.
Jean-Claude Moin. Jacques Nicolas. Yann Parizeau. Ernest Conrad. Christelle Laforêt. Seville Arras. Elisa Sivardi. Pardon, Elsa. Nathalie Deslions. Gérard Chan. Gérard Chimère. Jean-Pierre Voyer. Présent. Donc, mesdames, messieurs, nous avons le quorum. Il est atteint. Merci. Je fais aussi un petit clin d'œil à certains de nos absents aujourd'hui qui le sont pour raison médicale, Jean-Claude et Hatim, qui en principe sont en train de nous regarder et je leur souhaite aussi un rapide et prompt rétablissement. Alors d'abord, l'approbation du PV de la dernière fois. Est-ce qu'il n'y a pas eu de remarques? Est-ce qu'on peut l'approuver? Personne n'est contre, personne ne s'abstient. Donc je vous remercie. Et donc, avant de prendre l'ordre du jour, je souhaitais vous demander l'autorisation d'inscrire un point supplémentaire à l'ordre du jour qui est lié un peu à une demande urgente qui nous est parvenue. Ce sera un avis sur la vente d'une maison par le conseil de fabrique. Vous savez que selon le droit local, les cessions de biens des conseils de fabrique sont soumis à un avis du conseil municipal. Et donc, la paroisse souhaite donc céder un bien qu'elle a hérité récemment au prix de 220 000 euros, frais d'agence compris. Et donc, le conseil municipal devra donner un avis sur ce sujet. Mais avant de pouvoir le faire, il faut que je vous demande si on est d'accord d'inscrire ce point supplémentaire. Est-ce que quelqu'un est contre l'inscription du point? Quelqu'un s'abstient? Donc le point est inscrit. Alors comme je vous l'ai déjà présenté, je peux peut-être on le passe au vote tout de suite. Donc je vous l'ai décrit. Il faudrait donc donner, la demande est de donner un avis favorable à cette vente. Est-ce qu'il y a une explication de vote ou est-ce qu'on peut passer au vote? Qui est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Donc je vous remercie. Juste, voilà, un petit coucou de Jean-Claude à tous. Le point suivant, donc je vais lire rapidement les points et vous retiendrez ce que vous souhaitez voir développer. Le point suivant est simplement une prise d'acte. On vous a transmis les rapports assez volumineux du prix et de la qualité du service de l'eau et de l'assainissement et aussi celui de l'élimination des déchets. Est-ce que nous pouvons prendre acte que vous avez bien été destinataire de ces rapports? Gérard? Je voudrais faire une intervention par rapport à ça. Donc on le retient? Oui. D'accord. Le deuxième point est un ajustement du programme concernant la voirie. Alors par rapport à ce que nous avions déjà eu précédemment, c'est rajouté le chemin de la digue qui est donc à l'angle de la rue des Mères Schaub, qui est donc l'accès à au dernier bâtiment de l'opération Métocel sur la rue de la Robertso, mais aussi la liaison entre la piste cyclable de la rue de la Robertso et Vélostras. Deuxième opération, c'est à l'entrée nord, à la hauteur de la station-service et du parking un peu plus loin. Il est proposé de supprimer quelques places de stationnement et de créer un petit alignement d'arbres et d'espaces verts en lieu et place, puisque c'est un endroit où la pression du stationnement n'est pas aussi forte, et donc de faire un petit clin d'œil de verdure, et puisqu'on a pris un engagement d'arborer Bischheim, regarde, voilà, enfin, et donc c'est une opération, voilà. Et enfin, la piste cyclable rue des Champs. Alors, c'est la piste cyclable qui irait du cimetière de Eunheim jusqu'à rue du Passage à Bischheim. C'est quelque chose que j'ai demandé depuis très, très, très longtemps. Et je n'ai jamais eu satisfaction. Maintenant, dans le cadre de l'opération des pistes cyclables qu'on fait un peu partout, on l'a eu. Est-ce que nous pouvons approuver cet ajustement de programme? Oui. J'ai une intervention sur ce point. Oui,
Donc on le retient. Fixation des tarifs pour l'année 2020, donc vu les circonstances, vous vous doutez bien, 21 pardon, vu les circonstances, vous vous doutez bien qu'il n'y a pas eu de changement ou d'augmentation de tarifs. Je signalerai juste 3-4 adaptations. Pour le soutien Covid, nous accordons un trimestre de gratuité aux taxis pour leur licence, c'est ce que Strasbourg a fait, et nous accordons 30% de réduction sur les droits de place pour les forains qui viendraient, si tout se passe bien, à la fête foraine. Ensuite, nous avons également inclus le tarif du stationnement pour le parking Leclerc, que ce soit les garages ou les parkings, qui n'étaient pas dans le tarif annuel. Et ensuite, nous avons revalorisé les interventions de nos agences, c'est-à-dire que lorsque nous intervenons suite à un sinistre et que nous pouvons le refacturer aux assurances, eh bien, on a quand même augmenté pour tenir compte de l'augmentation du coût de nos agents. Hein. Donc c'est essentiellement pour des dispositions au niveau des assurances. Et ensuite, nous avons également recréé le terrain synthétique au parc des sports et nous avons mis un tarif de location, puisque avant, comme il était dans un état de vétusteté, il n'était plus loué, et donc maintenant qu'il est opérationnel, on a rajouté. Est-ce qu'on peut adopter ces tarifs? Oui. Oui, vas-y. Oui. Christelle, non. Une explication de vote. On a toujours dit qu'on voulait vraiment un jour une réflexion globale sur les tarifs municipaux. Voilà, je crois que ça devrait un jour faire l'objet d'un vrai travail en commun de l'ensemble du Conseil sur ces tarifs municipaux. Là, on est dans une reconduction, ce que je veux bien entendre, parce qu'on est année un peu compliquée avec les confinements successifs. Mais ça fait quelques années qu'on demande une vraie réflexion, notamment sur la question des quotients familiaux, etc., dans les tarifs. Tant qu'on n'a pas cette réflexion, c'est vos tarifs, on s'abstiendra là-dessus. Voilà. Explication de vote? Non, moi j'ai un point abordé. Abordé, donc on retient le point. Ah oui. Ensuite, modalité de refacturation entre l'EMS et la ville de Bischheim, ça c'est pour les masques. Donc le premier masque que nous avons distribué tous ensemble était payé à moitié par l'Eurométropole et moitié par la ville. Donc cette moitié représente 9 978 € avec les frais d'enveloppe et de papier explicatif. Pour le deuxième masque, il était entièrement pris en charge par le département, donc il n'y a que l'enveloppe et l'étiquette qui est à facturer 779 €, ce qui fait que pour les masques au public, aux habitants, c'est 10 758 €, et pour le personnel, c'est de l'ordre de 7 000 €, c'est-à-dire que l'Eurométropole nous refacture 17 746 €, et donc je vous demande l'autorisation de le payer. Je pense que là, il n'y a pas de souci. Personne n'est contre, personne ne s'abstient, je vous remercie. Ensuite, l'autorisation de dépenses des investissements avant l'adoption du budget. Le budget sera adopté au mois de mars, donc dans toutes les collectivités. Oui. On était bien au point 4. Oui. Non, mais moi je le retiens. Les masques? Non, enfin moi j'ai pas le même... Si, les points non, 4, c'est les modalités de refacturation. Pardon, excusez-moi. Moi, je veux juste en faire une explication de vote, mais ça sera juste pour... en fait, moi, je voudrais... Enfin, nous, on va voter pour, effectivement, mais c'est pour remercier, en fait, la municipalité et le département pour les masques et aussi tous les élus bénévoles qui ont distribué les masques. Ça, oui. Mais évidemment, c'est toujours les collectivités qui remplacent l'État et dans ces cas-là, je regrette ce positionnement. Je remercie aussi Madame Bernadette Gillot pour les masques pour les enfants, pour les écoles. Merci. Merci. Oui, mais bon, vous en faites partie là. Ouais. Enfin, il me semble que tu avais quand même demandé qu'il y ait quelque chose. Donc là, on l'avait adopté. Je suis donc au point d'autorisation des dépenses d'investissement de 25% par rapport au budget de l'année dernière, puisque le budget, nous ne le voterons qu'au mois de mars. Est-ce que ce point, on peut l'adopter? Formel, personne n'est contre, personne ne s'abstient. Le point suivant, c'est des admissions en non-valeur. Donc, on a toiletté un petit peu certains comptes qui datent, vous avez vu, des exercices 2013 à 2019. Il y a 32 opérations pour un montant de 850 €, donc certaines de 1 centime. Personne n'est contre, personne ne s'abstient.
Et le point suivant, c'est des créances éteintes. Alors là, il s'agit d'argent qu'on ne peut pas récupérer par clôture d'insuffisance d'actifs, quand c'est des procédures de liquidation, ou de surendettement. Voilà. Donc là, c'est un petit peu plus élevé. Il y a 22 comptes pour 2 846,64 €. Ça va de 2012 à 2018. Alors ça ne veut pas dire que tout est épongé, hein, mais c'est au fur et à mesure. Personne n'est contre, personne ne s'abstient. Je vous remercie. Ensuite, on vous demande d'adhérer à un groupement de commandes pour le relevé et le géoréférencement des réseaux sensibles en classe A. C'est-à-dire qu'il y a un relevé qui est fait de tous les réseaux enterrés. L'Eurométropole a en charge l'électricité et un certain nombre de réseaux. Les communes ont le réseau d'éclairage public. Donc, on propose donc que ce soit l'Eurométropole qui fasse également pour le compte de la ville l'opération de mise à niveau des réseaux pour l'éclairage public. Je pense qu'il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Ensuite, on avait des groupements de commandes permanents, avec aussi notamment l'Eurométropole, mais aussi d'autres structures, le SDIS, les départements, etc. Et donc, il faut que nous approuvions le bilan du groupement de commandes permanent établi après 3 ans de fonctionnement, qui a été transmis, la substitution, j'ai fait une allusion tout à l'heure de la collectivité européenne d'Alsace en lieu et place du département du Bas-Rhin, et en fait la poursuite du recours à un groupement de commandes permanent comme mode de collaboration entre entités publiques et de mutualisation des achats. Et donc vous avez le détail de ce qui a été notifié en 2020. Il y a d'autres choses qui étaient précédemment. Je crois qu'on a eu de bons résultats financiers sur cette opération. Pas d'objection, pas d'abstention. Après, il y a l'attribution de marché de nettoyage et d'entretien de la ville de Bischheim. Retenu. Je m'y attendais. Attribution de chèques déjeuner. Alors ça, c'est un marché aussi. Il fallait le signer, attribuer un marché. Donc, vous vous souvenez que nous avons décidé de monter à 226 titres. C'est le maximum qu'on puisse attribuer au personnel, alors qu'avant, on était à environ 70, je ne sais pas, un peu moins. Et donc, de valeur faciale de 4 €. On en avait discuté. Et donc, il faut aussi que ce soit une entreprise qui nous fournisse. Il y avait deux entreprises prestataires possibles. L'une qui avait assuré, qui intégrait dans sa proposition les frais de port, l'autre qui les majorait. Et nous avons aussi tenu à ce que cette entreprise évolue sur une carte en lieu et place de tickets. Donc c'est également dans le marché que progressivement on arrive sur une carte. Est-ce que ce marché, on peut le valider? Personne n'est contre, personne ne s'abstient. Le point suivant, c'est le document unique. Là aussi, nous souhaitons nous caler sur le centre de gestion qui réalise ce document unique pour l'ensemble des collectivités. C'est donc le document unique qui est une obligation pour les collectivités territoriales. Donc il vous est proposé que nous signions un avenant d'adhésion à cette convention constitutive du groupement de commandes. Donc on vous a donné les détails. Oui, tu veux le retenir? Point retenu. Alors, le point suivant, c'est création et suppression d'un emploi. C'est un professeur de musique qui faisait... Il ne faut pas que je tape sur la table, sinon ça fait du bruit. Qui faisait 8 heures de cours par semaine et qui va en faire 9h30. Donc, il faut supprimer un poste, en recréer un. Il y a eu l'avis favorable du comité technique pour la suppression, puisqu'il faut passer par un comité technique. Pas d'objection, pas d'abstention. Et ensuite, le point 14, je pense qu'il sera retenu, sinon c'est moi qui le retiens. Voilà. Le premier point retenu, c'est évoquer le rapport eau et assainissement et ordures. C'est Gérard. Oui, je voulais profiter, puisqu'on est encore en début de mandat. C'est la première fois que nous avons cette approbation, qui est un point qui revient
chaque année à l'ordre du jour d'un conseil municipal, puisqu'il s'agit en fait de prendre acte qu'on a eu le rapport de l'Eurométropole à qui on a délégué, les communes ont délégué la gestion des déchets et la gestion de l'eau, en tout cas pour une partie des communes de l'Eurométropole, parce que, pas rentrer dans les détails, mais pour la gestion de l'eau, c'est un peu plus compliqué, puisqu'il y a 2 opérateurs sur les communes, sur l'ensemble de l'Eurométropole. Il y a d'une part l'Eurométropole elle-même, en interne, et puis il y a le service départemental, le SDEA, qui est opérateur sur certaines communes, puisque au niveau de la gestion de l'eau, on a 3 opérations principales. C'est d'une part l'adduction de l'eau, c'est l'assainissement, et c'est ce qu'on appelle maintenant la nouvelle compétence, la 3e, la GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Donc je voulais faire quand même en profiter, puisqu'on a un conseil municipal essentiellement technique ce soir, et qu'on a peut-être un peu de temps, malgré le couvre-feu qui s'annonce à 20h, pour en début de mandat, dire que ce sont 2 politiques qui, pour nous, écologistes, sont extrêmement importantes, la gestion des déchets et la question de la gestion de l'eau, et qui parfois, et pour dire 2-3 mots sur les enjeux de ces politiques, parce que le dernier mandat, premièrement sur la gestion des déchets, le dernier mandat, il y a eu une espèce d'accident industriel, appelons ça comme ça, sur l'usine d'incinération de l'Eurométropole. Vous savez qu'elle a dû être mise à l'arrêt. Vous ne savez peut-être pas, parce que c'est l'usine Hochschule, qui s'appelle plus l'usine d'incinération maintenant, et j'en reparlerai parce que c'est l'usine de valorisation énergétique. L'UVE, ça change de nom, mais c'est parce qu'aussi il y a un enjeu derrière de valorisation énergétique des déchets, à savoir que donc il y a eu l'arrêt qui a coûté un peu plus de 200 millions à l'Eurométropole, parce qu'il y avait de l'amiante dans les fours et qu'il a fallu engager des travaux. On a eu à l'époque une discussion assez intéressante ici en conseil municipal sur ces enjeux-là, et l'Eurométropole à l'époque avait décidé, il y avait 4 fours, et maintenant de la remettre en état, mais sur 3 fours. Il y a eu un grand débat. Est-ce que c'est pas surdimensionné cette usine au regard des enjeux sur les déchets, grand enjeu des déchets sur lequel on avait débattu à l'époque, puisque quand l'usine était fermée, l'Eurométropole devait exporter ses déchets en Allemagne, parfois même jusqu'en République tchèque, mais surtout à Nancy et pas trop, dans préférence pas trop loin, mais ça a coûté extrêmement cher aussi. Mais nous étions contents, évidemment, d'avoir des gens qui veuillent bien accepter les déchets de l'Eurométropole, parce qu'il y en a. Alors, et que la politique de réduction des déchets est une politique importante à mettre en œuvre, mais n'a pas encore atteint des objectifs, notamment les objectifs fixés dans le cadre de la loi nationale. Et donc, mais maintenant, c'est une usine de valorisation énergétique. Donc, en fait, les déchets deviennent une ressource pour cette usine, puisque cette usine d'incinération produit de la chaleur qui est redistribuée dans le secteur du port du Rhin. Et là, parfois, il y a une contradiction. Il ne faudrait pas que le fait que ça devienne générateur de chaleur, et que les déchets deviennent une ressource, ne devront pas nous faire perdre de vue, dans le mandat à venir, l'objectif de réduction des déchets. Je crois qu'il est important de maintenir cet objectif-là. Après, c'est complexe parce que c'est une délégation de service public. On le délègue à une entreprise qui elle-même a des objectifs. Une entreprise, c'est simple, l'objectif d'une entreprise, c'est pas de réduire son activité, c'est plutôt de l'augmenter. Et là, parfois, on a des contradictions entre des objectifs politiques et la manière dont on les met en œuvre. Et je viens là maintenant du coup à la question de l'eau, parce que la question de l'eau, ici sur l'Eurométropole et globalement dans le département du Bas-Rhin, il y a eu des grands enjeux à un moment donné pour préserver la gestion publique de l'eau, que ce soit à l'Eurométropole ou au niveau des autres communes du département à travers le SDEA. C'est un vrai enjeu parce que là aussi, les délégations, vous avez peut-être entendu parler, beaucoup de communes, de grandes communes en France, Paris, Lyon et d'autres,
reviennent à la gestion publique après l'avoir délégué à des entreprises privées, les grosses entreprises, Veolia et d'autres, parce que là aussi, ils sont face à ces contradictions. Le grand enjeu de l'eau actuellement, et je ne vais pas vous le faire, là, depuis 3 ans, on est dans un état de sécheresse, on connaît des sécheresses successives, c'est la préservation de la ressource, une eau de qualité, mais aussi en quantité. Il faut absolument qu'on préserve cette ressource. Même en Alsace, avec la nappe phréatique, cette ressource commence à manquer dans certains coins reculés, notamment en été en montagne. Et l'objectif, c'est absolument de préserver la ressource. Et pour ma part, je suis extrêmement content qu'on ait un service public, parce que le service public peut, lui, contrairement aux entreprises privées dont l'objectif, quand ils vendent de l'eau, et ce n'est pas condamnable en soi, leur objectif, c'est d'en vendre le plus possible, puisqu'ils sont payés au mètre cube d'eau qu'ils fournissent. Et une entreprise, son but, c'est de faire un maximum d'activités. Et le service public, lui, peut dire non, nous, on a des objectifs de réduction de consommation, quitte à y laisser financièrement, éventuellement, même si ce n'est pas le cas, hein, mais le service public, lui, peut fixer des objectifs de réduction sans être en contradiction avec une politique industrielle, ce qui est parfois le cas quand c'est délégué. Donc, l'objectif, essayons sur la question de l'eau, en tout cas, on a vu sur la question des déchets, il y a une délégation de service public à une entreprise, mais ça ne doit pas nous empêcher de maintenir ces objectifs de réduction des déchets, et on doit préserver absolument et travailler d'ailleurs à ce que sur l'Eurométropole globalement, ces 2 services publics que sont le service public interne de l'Eurométropole et le SDEA arrivent à travailler un peu mieux ensemble, qu'il y ait des vraies synergies sur ces 2 politiques-là. Voilà ce que je voulais dire, parce que je pense que parfois on a aussi besoin de replacer un peu des objectifs politiques sur ce genre de questions, comme les déchets et l'eau, qui sont fondamentales. C'est vrai que normalement, ce sont des compétences des communes, et Dieu sait, on oublie parfois que ça a été quelque chose, l'adduction de l'eau, hein, on oublie assez facilement la période où on n'avait pas de robinet, simplement pour ouvrir et avoir de l'eau, une eau potable saine. Voilà, et c'est des vrais enjeux pour des communes. Ici, on l'a délégué à l'intercommunalité, voire en partie pour certaines communes au SDEA. Et c'est très précieux de maintenir ce niveau de service public. Merci. Merci Gérard. Christelle Laforêt. Oui, monsieur le maire, je pense qu'il serait intéressant que lors d'une prochaine commission réunie, que Gérard Schad, en tant que représentant de la ville de Bischheim au SDEA, puisse en fait nous exposer aussi les différents points par rapport à ça. Je pense qu'il le fera volontiers. Oui, sachant quand même que nous ne sommes pas tributaires du SDEA à Bischheim. À Bischheim, non, mais oui, certaines communes de l'Eurométropole le sont. C'est quand même notre représentant. Mais nous sommes... c'est l'Eurométropole qui est en compétence. Enfin bref, mais tu pourras l'expliquer comment ça fonctionne. Il n'y a pas toutes les 33 communes ne sont pas logées de la même enseigne. Toutes les 30, voilà, c'est assez complexe sur l'Eurométropole, mais on peut faire... Moi, je suis prêt à faire un point là-dessus. Parce qu'effectivement, toutes les 33 communes ne sont pas logées, même si, en tant que commune de Bischheim, parfois, nous avons des délégués, et j'en profite pour faire un petit coucou à Jean-Claude, parce que pendant de nombreuses années, avec Hubert et Jean-Claude, nous allions une fois par an à l'Assemblée générale du SDEA, et peut-être qu'à l'occasion, on ira boire un verre d'eau au SDEA avec Jean-Claude, quand c'est possible. Parfait. Donc, nous prenons acte. Quelqu'un voulait intervenir? Enfin, on aura peut-être un débat à ce moment-là. Donc, nous prenons acte d'avoir eu les rapports. Le point suivant, c'était l'ajustement du programme. Je crois que c'est Jean-Pierre Voyer qui souhaitait intervenir. Oui, merci, monsieur le maire, de me donner la parole. Donc, je profite de ce point pour rebondir par rapport à la proposition d'aménagement de pistes cyclables, que ce soit rue de la Digue ou dans un autre quartier. Moi, je voudrais dire que de nombreuses questions se posent quant à l'aménagement de la voirie sur Bischheim. Si le projet de l'aménagement cyclable du chemin de la Digue est intéressant pour la sécurité des cyclistes, nous regrettons que ce point ne s'intègre pas dans un projet global, structurant du réaménagement des déplacements et des mobilités douces. Lors de la dernière commission voirie,
Des propositions intéressantes en termes de réaménagement ont été faites, notamment sur la restructuration de la rue du Général Leclerc. Nous avons appris à cette occasion que des démolitions vont avoir lieu, l'épicerie Campolo, la pharmacie, etc. Et notamment qu'une piste cyclable sera créée. Vous ne nous avez pas parlé cependant des aménagements autour de la restructuration de cette rue, notamment en termes d'espaces de rencontre, de convivialité ou de commerce, d'espaces verts, et enfin de tout ce qui fait la qualité d'un centre de ville attractif pour ses habitants. Nous pensons qu'il est urgent que tous les citoyens, et particulièrement ceux qui utilisent les déplacements doux, puissent se réapproprier l'espace public qui leur revient. Nous devons penser en effet à tous les âges des personnes qui composent la population de Bischheim, que nos anciens, par exemple, puissent se promener et s'asseoir sur un banc près d'un espace végétalisé en toute tranquillité, par exemple, mais aussi aux enfants qui doivent évoluer dans un cadre non pollué et sécurisé avant et après l'école, ainsi qu'à toutes les personnes qui se déplacent pour se rendre dans les commerces ou les services publics ou simplement pour se promener. Dans le cadre de ce genre de projet qui est extrêmement structurant et qui implique l'avenir du cœur de notre ville, pour de nombreuses années, il nous apparaît essentiel d'associer à la réflexion l'ensemble des Bischheimoises et des Bischheimois. C'est pourquoi nous sollicitons solennellement la tenue d'un débat public sur ces questions avant toute décision définitive. La thématique que nous proposons, donc, pour ce débat public, englobant plus largement la question des mobilités douces, tant pour les grands déplacements nord-sud, est-ouest, que pour les déplacements locaux, les accès aux écoles, aux commerces et aux entreprises. Merci. Autre intervention ? Christelle Laforêt. Oui. Avec Ernest, ça fait longtemps qu'on demande effectivement qu'il y ait... mais moi, je parle carrément sur l'Eurométropole Nord, sur les mobilités douces et tout ce qui est multimodal, qu'à un moment donné, on se concerte tous. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, moi, je ne circule pas route de Bischwiller avec ma dernière, par exemple. C'est hors de question. Enfin, voilà, j'ai trop peur. Voilà. Après, ce soir, j'ai eu l'occasion d'assister à un accrochage entre une piétonne et un cycliste, et qui est dans cette salle. Et je dirais qu'il faut aussi que les cyclistes, parce que franchement, vu ce que j'ai vu ce soir, et puis ça commence vraiment à m'énerver en ce moment, apprennent aussi le code de la route. Je veux dire, c'est quelque chose, je pense qu'à un moment donné, soit il faut les verbaliser, ou soit, enfin, je ne sais pas. Donc l'entente entre tout le monde, et ça, j'ai pas de problème avec ça, je veux dire, pour moi, c'est important. Mais il faut aussi que tout le monde y mette du sien. C'est-à-dire que les gens utilisent de plus en plus leur vélo, et c'est très bien. Mais moi, en tout cas, quand je vois un cycliste pratiquement renverser Madame Chiche, et conclusion, c'est lui qui est tombé, parce qu'il est passé, elle était au vert, mais il a décidé de passer au rouge. Voilà, je veux dire, ou quand je vois un cycliste avec un téléphone portable, c'est interdit en voiture, en vélo, c'est normalement interdit aussi. Enfin voilà. Donc en fait, moi, je dis que la réflexion, franchement, c'est une réflexion globale, mais sur la totalité des choses, vraiment. Et pourtant, je vous assure, mon mari se déplace tous les jours en vélo, peu importe le temps. Moi, je prends un maximum le vélo, je fais ce que je peux aussi. Mais à un moment donné, moi, j'essaye d'être respectueuse aussi du piéton, du vélo. Je déteste quand je suis sur une piste cyclable de me retrouver dans un sens et un autre vélo qui arrive aussi. Enfin voilà, je veux dire, je pense que le code de la route, c'est pour tout le monde. Voilà, après... Voilà. Bon, allez. Oui. Du coup, oui, merci de... Oui, alors mon intervention était plus globale, plus générale. Elle parlait tout à fait d'associer les habitants, tous les habitants, l'ensemble des habitants qui le désirent, de notre commune, à l'amélioration de la voirie, des aménagements, de la structuration. C'est très important puisque c'est fait pour plusieurs années. Il ne s'agit pas de faire ça dans les commissions, tout simplement.
et de poser les choses ensuite en disant ah, bah, c'est comme ça, on ne peut rien y faire, et puis finalement c'est l'Eurométropole qui décide au final. Non, c'est pas vrai. C'est souvent le cas. C'est pas, on a notre voix à dire, on a notre voix au chapitre, et au final, l'Eurométropole finalement valide, puisque c'est nous qui sommes au plus près du terrain. Et donc l'Eurométropole a une démarche citoyenne. Maintenant, nous, on a un adjoint à la citoyenneté, donc il est parfaitement, c'est parfaitement dans son rôle d'interpeller, d'organiser quelque chose auprès des citoyens. On va se retrouver avec des équipements qui ne seront pas terminés, c'est-à-dire qui provoquent des situations regrettables comme celle de tout à l'heure que tu évoques, parce qu'il n'y a pas assez de pistes cyclables, parce que ce qu'on a vu à la commission de voirie, la piste cyclable qui est prévue rue du Général Leclerc, eh bien, s'arrête route de Bischwiller. Avenue de Périgueux, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que les cyclistes, ils sont abandonnés. Route de Bischwiller, c'est pareil, dans le sens nord-sud. La limitation de vitesse n'est pas prévue, alors qu'elle est à 40 à Eunheim et à 30 à Schiltigheim. À Bischheim, on ne veut pas en entendre parler. C'est absolument impossible, par exemple, pour les piétons qui veulent traverser sur les passages protégés jaunes qui sont un peu plus hauts devant la mairie et devant le nouvel immeuble. Eh bien, les voitures vont trop vite et il faut attendre longtemps pour traverser à pied. Donc, il y a plein de soucis que les habitants des quartiers peuvent faire revenir, peuvent faire remonter, et je pense que ça grandira la démocratie dans cette ville que d'écouter les gens pour faire des équipements adaptés. Merci. Tout à fait. Alors, je suis tout à fait d'accord avec cette intervention. Il faut simplement dire que malheureusement, depuis un an, enfin sur l'année en cours, nous avons des bestioles là qui nous perturbent complètement, et que les débats citoyens sont des débats qui ne peuvent pas être virtuels. Il faut montrer des choses, il faut échanger, etc. Et nous avons souvent à Bischheim eu ces échanges. Maintenant, il faut de nouveau pouvoir se rencontrer, aller dans des salles, etc. Par contre, là où je dis quand même, c'est que très souvent, c'est l'Eurométropole qui a le dernier mot, parce que ce sont des techniciens, ils ont la sagesse, ils ont le savoir-faire, et ce n'est pas, malheureusement, et ça fait quand même des décennies que je suis représentant de Bischheim à l'Eurométropole, parfois vice-président, parfois simple membre de l'opposition, mais les choses ont... Les majorités ont changé, mais le fonctionnement n'a pas changé. J'espère peut-être que là, ça va changer. Mais bon, voilà. Alors, je suis d'accord qu'il y ait ces concertations. Nous l'avions commencé avec les Bischheimois engagés. Malheureusement, on voulait le reprendre. On voulait reprendre immédiatement après les élections un grand débat comme on en a eu un dans cette salle il y a un an et quelques. Il y avait 400 personnes avec des intervenants qui a débouché sur ce... Alors, je crois beaucoup à la concertation, mais un peu... ciblé sur des sujets avec un certain nombre de personnes, parce que quand on fait une grande salle et que chacun a son avis, il n'y a que des avis divergents. Et c'est toujours facile pour celui qui décide après, parce que plus il y a de personnes dans la salle, plus il y a d'avis divergents, et plus je pourrais trouver l'avis qui me convient parmi les avis divergents de la salle. Donc je crois que la démocratie a parfois aussi... des limites au niveau de l'intérêt général. Bon. Alors, moi, je reviens juste à la délibération. Aujourd'hui, le principe, c'est de dire à l'Eurométropole, nous sommes d'accord que vous fassiez une piste cyclable à travers le long de la voie ferrée, que vous fassiez ce petit bout de piste cyclable qui s'intègre quand même dans un programme complet. C'est la Vélostrasse le long du canal, c'est une chose. Et il y a quand même une piste cyclable qui va de la place de la République jusqu'au pont Fario. Elle existe, donc il faut la sécuriser et faire en sorte que les gens... Il y a aujourd'hui des gens qui ne savent pas que du pont, on peut prendre Vélostrasse. Hein. Donc voilà. Et le troisième point, je ne sais plus ce que c'était, c'est la plantation d'arbres le long de la route de Bischwiller. C'est une première. Voilà, c'est pas venu comme ça, c'est des remarques qu'on a fait lorsque nous avons travaillé ensemble sur cette rendre vers Bischheim. Voilà, donc je pense qu'on peut prendre acte que l'Eurométropole on approuve donc l'ajustement du programme. Personne n'est contre, personne ne s'abstient. Je vous remercie. Le point suivant,
que nous avons reçu, c'est les tarifs. Donc j'avais présenté la chose. Christelle, tu peux immédiatement prendre la question. Oui, moi c'est juste un point en fait. On réitère notre demande du mandat précédent sur le fait de faire comme pour les enseignants qui sont titulaires en poste à Bischheim, pour l'harmonie de Bischheim et pour l'école de musique, que les commerçants puissent, les enfants des commerçants de Bischheim, ceux qui n'y habitent pas, puissent aussi également en profiter. Je pense que ça serait un coup de pouce aussi dans une période compliquée en ce moment pour eux. Et voilà, donc je sais qu'à l'époque vous m'aviez dit non, mais c'est pas grave, je réitère la demande. Je le redirai. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui... Pas d'intervention. Donc je réponds tout de suite, je suis tout à fait opposé. Parce que si c'est le commerçant, pourquoi pas la vendeuse du commerçant? Alors, pourquoi si les c'est le enseignants commerçant, pourquoi pas le médecin? Pourquoi pas l'infirmière? Et à ce moment-là, il y aura 80% des personnes qui ont le tarif réduit. Et pourquoi pas faire un tarif réduit pour tout le monde? Pourquoi voilà. Les enseignants alors qui n'habitent pas à Bischheim? Il y a un travail qui est fait entre la musique, les enseignants, etc. Bon, maintenant, oui, mais je peux... Alors, je transforme la question. On peut peut-être dire qu'on ne permet plus aux enseignants d'avoir un tarif privilégié. Ah, mais dans ces cas-là, c'est l'égalité pour tout le monde. On est d'accord. Ça rentre dans le cadre de la question qui a été posée par Gérard Chahan, de mettre à plat la réflexion sur les tarifs. Sinon, on peut passer au vote. Si tu permets, oui. Si tu permets juste, moi je fais quand même une petite distinction au niveau d'une activité qui est de service public et d'une activité qui est commerciale. Après, est-ce que la question des tarifs, c'est un autre débat, mais je ne mets pas les deux activités, moi, personnellement, au même niveau. Parfait. Avec cette remarque, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions, 3 ou 6? Allez, ou 5? Ah non, je n'ai pas vu la main. Voilà. Le point suivant qui était retenu, c'est le marché de nettoyage de la ville de Bischheim. Donc, je ne l'avais pas présenté parce que je savais qu'il allait être retenu. Donc, le marché de nettoyage pour un certain nombre d'équipements de Bischheim était arrivé à échéance. Il y avait 9 offres. Et donc, ces offres ont été analysées par les services, présentées à la commission d'appel d'offres, avec des critères qui ont été retenus, autant la prestation, le prix, mais aussi la valeur technique. Et pour la première fois, nous avons intégré une notion environnementale de qualité des produits utilisés. Voilà. Et donc, c'est l'entreprise Éclaircir qui a été attributaire de ce marché proposé par la Commission. Et nous demandons aujourd'hui au Conseil d'entériner cette décision de donner ce marché à Éclaircir. Voilà. C'est Gérard Chahan, je crois, qui avait souhaité prendre la parole. Oui, ce maire. D'abord, sur la question, premièrement, la question... Une des questions qui se pose, j'ai parlé tout à l'heure de la question du service public et de la manière dont on exerce le service public, se pose pour savoir est-ce qu'il est absolument nécessaire d'externaliser un certain nombre de choses, dont le nettoyage, à des sociétés privées, alors qu'on a, en période de Covid, on passe notre temps à louer la fonction publique et les agents de la ville, etc. Et à la première occasion, on externalise des fonctions pour réduire le nombre d'employés municipaux. Ça, c'est une première objection. Deuxième objection, alors dans les critères du marché public, j'ai vu, dans la délibération en tout cas, figure le prix des prestations et la valeur technique. Il n'y a pas question dans les critères énoncés ici, peut-être faudrait-il le rajouter, de la question environnementale des produits qui ne figurent pas dans la délibération. Les deux critères qui y figurent, c'est le prix de la prestation et la valeur technique. Évidemment, des critères environnementaux devraient être évidents dans les marchés publics, de même que des critères sociaux. Et là-dessus, j'ai vu qu'il y a un des candidats dans les 9 qui s'appelle la Régie des écrivains, qui est une société coopérative à laquelle que la ville de Bischheim a intégré en tant que sociétaire de la SCIC
Et je ne comprends absolument pas qu'il n'y ait pas de critères sociaux dans cet appel d'offres. Effectivement, une entreprise, une SCIC, comme la Régie des écrivains, a une forte valeur ajoutée en termes social. Peut-être pas sur les tarifs, me dit-on, ou m'a-t-on dit, mais la question sociale, si on veut vraiment défendre l'économie sociale et solidaire, il va falloir intégrer ces critères-là dans les marchés publics. Et pour l'instant, visiblement, la ville de Bischheim ne le fait pas. Pour nous, cette externalisation de cette façon-là ne peut pas se faire. Merci. Votre intervention. Donc je réponds simplement qu'il y a deux questions dans cette intervention. La première, c'est sur le principe d'externaliser un certain nombre de prestations. Pourquoi l'avons-nous fait ? D'abord, nous n'avons pas externalisé l'ensemble en une seule fois comme d'autres communes l'avaient fait. Nous le faisons progressivement au fur et à mesure des départs et des retraites pour différentes raisons. Ce sont essentiellement dans le milieu scolaire que nous avons cela. Pourquoi ? Parce que le personnel de la ville travaille du 1er janvier au 31 décembre et que les prestations nécessaires dans le domaine du scolaire ne sont de loin pas aussi linéaires. Et donc, nous payons des gens pendant une certaine période où ils n'ont pas de forte intervention à faire. Donc, le fait d'externaliser permet aux entreprises qui le font d'avoir différents marchés, notamment dans l'industrie, où c'est plutôt en juillet-août, quand il y a les vacances, qu'il y a les grandes opérations de nettoyage, et donc qui compensent cela. Ça, c'est ce qu'on appelle une saine gestion. D'autre part aussi, nous avons des personnes qui ont certaines restrictions et qui, avec l'âge, ne peuvent plus monter sur un escabeau, porter plus de 5 kilos, etc. Donc ça pose un problème parce que ces personnes ne sont pas aptes à faire le travail, mais le travail doit être fait quand même. Donc ça, c'est la raison pour laquelle énormément de communes, de tous bords politiques, et même certaines dans la mouvance écologiste, pas si loin d'ici, ont exactement cette même démarche. Ça, c'est sur le principe. Et là, si nous continuerons, si longtemps que nous sommes là, pour faire cet appel à ces prestations externes, sauf, par exemple, pour la mairie. La mairie, c'est un bâtiment qui doit être nettoyé du 1er janvier au 31 décembre. Là, c'est fait en interne, puisque les personnes sont là et travaillent sur l'ensemble de cette personne, sur cette période. Ça, c'est sur la réponse concernant le fait de faire appel à des prestataires extérieurs. Ensuite, il y a des règles du marché. Les commissions d'appel d'offres sont extrêmement surveillées. Et la notion d'intégrer le domaine social ne suffit pas à renverser une différence de tarifs trop importante. En plus, tu l'as souligné, la ville de Bischheim est sous une forme actionnaire de la régie. Donc, si nous privilégions la régie par rapport à d'autres qui, transparence exige, sauront à qui a été attribué et à quel prix, eh bien, je pense qu'on aurait de très graves difficultés de favoritisme qui pourraient nous être reprochés. Donc là, la Commission a géré. Il y a des représentants de tous les groupes politiques qui sont là et qui peuvent, alors ce n'est pas au conseil municipal en public que je donnerai des éléments, c'est pour ça qu'il y a une commission, mais les représentants de ton groupe pourront te dire la manière dont les débats se sont faits, et je suis tout à fait clair et transparent sur ce sujet. Maintenant, je vais dire aussi que l'ensemble des entreprises présentes, même si elles n'ont pas le statut comme la régie, font du social, parce qu'on sait très bien que les personnes qui assurent ces missions
sont souvent aussi des personnes qui sont dans la précarité et qui ont besoin de l'emploi. Et nous avons de temps en temps déjà à Bischheim réussi à placer des personnes qui étaient dans la misère et qui venaient à la mairie et qui me demandaient de trouver de l'aide pour trouver un emploi, qui avaient des difficultés au niveau des compétences et des difficultés au niveau de l'expression. Et c'est le seul domaine où on peut encore trouver une aide pour leur permettre de survivre. Je passe au voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté, sauf les 6 du groupe. Ensuite, la réalisation du document unique d'évaluation des risques professionnels. Je l'avais décrit. C'est Christelle qui souhaitait dire quelque chose. Tu peux prendre la parole tout de suite. Oui, merci, monsieur le maire. En fait, moi, je voudrais m'y attarder un petit peu parce que, pour moi, c'est un outil quand même de prévention clé au sein de l'administration. Et c'est vrai que j'ai plusieurs questions par rapport à ce document. Et il faut savoir que cette transcription n'a de sens que si elle aboutit, en fait, in fine, quand même, à la mise en œuvre de mesures de prévention. Donc pour cela, il y a un plan d'action. Alors moi, j'ai quand même quelques questions. Donc on nous dit que c'est une mise à jour. J'aurais souhaité savoir quand a eu lieu la dernière mise à jour, parce qu'effectivement, normalement, elles doivent être mises à jour tous les ans. Et c'est vrai qu'en tant qu'élu, nous aurions souhaité effectivement avoir le document en notre possession, donc celui d'avant. Moi, j'ai fait un peu de recherche. Bon, en fait, je n'ai pas vu du tout dans tous les conseils municipaux précédents, depuis 2014, en tout cas depuis que je suis élue, j'en ai pas vu passer un. Donc, je ne sais pas de quand date le dernier. Après, je ne sais pas s'il y a une obligation. Honnêtement, je ne sais pas s'il y a une obligation de le présenter en conseil municipal. Je ne sais pas. Non. Donc voilà. Non, mais peu importe. Mais je souhaiterais savoir quand a eu lieu le dernier truc. Et après, la dernière phrase, il est noté que les crédits nécessaires à la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels seront prévus au budget primitif. Donc, est-ce qu'on a déjà un coût de cette remise à jour ? Autre chose, donc pour le coup, je me suis posé la question de savoir si le PCS et le DICRIM étaient à jour. Donc je suis allée rechercher sur le site. Bon, j'ai vu que le dernier datait de 2015. Voilà, en fait, c'est des questions pour savoir si on est en raccord avec la loi et si on pouvait avoir les documents la prochaine fois. Merci. Pas d'autres interventions. Alors, simplement pour répondre, ce n'est pas le document unique qu'on présente au conseil municipal. Celui-là n'a pas à être présenté, et tu l'as bien redit. Nous passons cette délibération qui est plutôt l'autorisation pour le maire de signer un avenant d'adhésion à la convention de groupement de commandes. Alors, nous sommes renseignés auprès d'autres structures que le centre de gestion, voilà, dont les prix semblaient un petit peu plus élevés, etc. Et que, comme il y a un certain nombre de collectivités, presque la totalité, pour presque dire, enfin, voilà, donc on travaille ensemble avec l'expérience des uns et des autres. Maintenant, ce n'est pas un document secret, c'est non, pas. Mais en fait, il y a quand même marqué mise à jour, mais je crois que c'est au CT qu'il est soumis. C'est au CHSCT. Au CHSCT, oui. Voilà, donc aujourd'hui, la délib, c'est simplement d'autoriser le maire. Oui, je me permets. Donc, il est déjà passé en CHSTC ? Oui. Ok, mais non, mais c'est une question. Je veux dire, mais il passe régulièrement. Moi, j'ai pas de retour. Mais alors, donc, ça date de quand ? Je crois que c'est la dernière mise à jour, ça doit être 2017. Je sais pas, on dit en principe 2017, mais il faut vérifier. Enfin, voilà. Ouais. C'est-à-dire, on n'a pas préparé aujourd'hui parce que bon, il y a une commission des finances où on peut poser ce genre de questions pour préparer le conseil. On aurait ramené les éléments. Là, aujourd'hui, je ne les ai pas. Aujourd'hui, la délib, c'est d'adhérer à cette convention consultative du centre de gestion. Donc, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Donc, vous aurez les résultats lorsque ce sera avancé. Mais je ne sais pas la date, parce que je ne sais pas... donc il y a d'abord... c'est un long processus.
Et puis le dernier point à l'ordre du jour, avant de passer à la traditionnelle évocation de l'Eurométropole, c'est l'immeuble du Sapin Vert. Alors j'ai été particulièrement heureux. Oui, mais on le retient. Hein, oui, oh là, j'attends les questions. J'ai été particulièrement heureux il y a 2 mois lorsque certains intervenants ici ont souhaité une accélération de ce projet et donc nous sommes effectivement dans cette phase-là. Voilà, on ne va pas aujourd'hui évoquer des détails sur ce sujet, je serai prêt à vous répondre. Par contre, pour ce projet, il faut un architecte. Nous avons donc pris une procédure adaptée et donc je cède la parole à Jacques Nicolas qui était... C'est bon ? Ouais. Donc, mais nous avons donc, vu les circonstances, fait un marché adapté. Dans un premier temps, les services ont avec Jacques Nicolas, moi-même, sélectionné 3 cabinets d'architectes que vous avez ici et qui ont évoqué les pistes qui pourraient arriver à rendre dans ce bâtiment tel que nous souhaitons, nous pensons en faire ce lieu de convivialité, d'échange, de rencontre, servirait aussi à ces différents débats permanents que d'autres souhaitent sur des sujets divers et variés. Et donc aujourd'hui, cette délibération consiste donc à signer avec un des groupements qui nous a convaincus au niveau de son intention architecturale, et donc le groupement avec AEA et un certain nombre d'entreprises, donc d'autoriser le maire à effectuer les démarches pour l'exécution de ce marché et donc surtout à solliciter un certain nombre de subventions auprès de l'État, de l'Eurométropole, du conseil départemental, enfin futur CEA, région, etc. Et d'arrêter donc les taux de la rémunération, taux de base d'un montant de 213 600 € hors taxe. Ça, c'est la délibération. Alors, bien entendu, on peut évoquer peut-être une évolution un peu du projet. Le projet consistera donc, avec toutes les études qui ont pu être faites par les cabinets d'études, c'est que de maintenir en l'état le bâtiment qui est l'ancien bâtiment historique du Sapin Vert, là où il y avait le magasin de chaussures, de démolir la partie arrière qui a des risques, qui n'a pas la stabilité, surtout avec les risques sismiques qui existent à l'heure actuelle, et donc sur le bâtiment principal d'avoir 3 plateaux d'environ 230 mètres carrés chacun. Le rez-de-chaussée, bien entendu, c'est une idée qui date de l'époque du guichet unique qui a été développée avec la Cositec. C'est ce tiers-lieu qui est un lieu de rencontre, d'échange, d'exposition, de débat. Au premier étage, une salle qui permet à la fois d'avoir du ciné-débat, des cours, des rencontres, des dîners dansants, des assemblées générales d'associations, etc. Et donc d'avoir cette salle qui, bien entendu, serait la 2e salle municipale, propriété de la municipalité, parce que on rappellerait que la salle Saint-Laurent est louée à la paroisse par un bail longue durée, et qui arrivera un jour à échéance, et celle du Cercle est en bail amphithéotique, et qu'il faudra, au moment venu, négocier pour avoir toujours cette disponibilité de ces salles. Or, sinon, il n'y a que le Cheval Blanc, qui est une salle purement municipale à Bischheim, ce qui est très peu pour une ville. Et l'évolution du projet par rapport aux différents questionnements que nous avons eus, c'est le 2e niveau. Le 2e niveau, nous avions pensé dans un premier temps en faire un lieu d'accueil des associations.
Et vous vous souvenez que nous avions un local dans l'ancienne imprimerie SICOP avec un certain nombre d'associations, des surfaces qui étaient occupées. Et entre-temps, les demandes et les besoins de ces associations ont nettement décru, puisque des occupants aussi importants que le théâtre Herzboucle a arrêté son activité par la disparition de Suzanne, que la Croix-Blanche a arrêté son activité et que le tennis de table a été, une association Bischheim-Schiltigheim, a été redéployée au gymnase Mandela, où le tennis de table a une des salles les plus performantes de France, donc avec 25 tables. Donc ils ont leur activité là-bas. Et donc il restait 3 associations qui avaient un besoin de relogement. Et donc nous avons pensé, et c'était d'ailleurs aussi même d'autres listes pendant la campagne électorale qui avaient envisagé, qui avaient pensé que ça pouvait être une solution, c'est d'utiliser la villa Arc-en-Ciel. Alors la villa Arc-en-Ciel, où il y a 6 possibilités de logement, eh bien, ça nous a permis non seulement de pouvoir héberger les totalités de ces 3 associations au premier étage, mais de permettre aussi d'accueillir dans de très bonnes conditions les 2 groupes minoritaires, je ne dis pas d'opposition, mais enfin, voilà, dans des locaux, sachant qu'il y a encore un local de disponible et qu'il y a une salle, open space, comme on dit en alsacien, mais qui est donc ouverte et qui peut permettre aussi de se rencontrer. Voilà. Donc, étant donné que ce souhait de relogement des associations était réglé, nous avions une autre préoccupation très, 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 très sensible, qui était la mise en accessibilité de la bibliothèque. La bibliothèque, bien entendu, nous avons toujours dit, même si certains opposants voulaient faire croire que nous n'étions pas sincères là-dessus, nous avons toujours dit que nous maintiendrions l'activité de lecture publique, bien que nous soyons obligés de l'adapter à l'arrivée de la médiathèque, ce qui est logique. Mais le personnel de la bibliothèque, avec tout ce qui est autour, avec les expositions, les contes, les interventions dans les écoles, auprès des jeunes, etc., restera. Par contre, l'accessibilité est impossible à réaliser. La maison Beuclin est 1500 et que si on devait y mettre un ascenseur et des sanitaires accessibles à l'handicap, il ne resterait plus rien et on démolirait l'intérieur. Donc, il est possible d'étudier, enfin nous pensons pouvoir étudier, le relogement au 2e niveau donc de la maison appelée Sapin Vert. Après, on verra comment on appellera aussi les futurs utilisateurs qui, je pense, s'accapareront le projet comme ils se sont accaparés la cour des Beuclins avec la Gozitech et qui trouveront donc les meilleures solutions d'utilisation. Donc ce 2e niveau pourrait donc héberger les salles de lecture et les bureaux qui aujourd'hui se situent sur 4 niveaux sans ascenseur avec des escaliers étroits à la cour des Beuclins. Voilà, c'est donc l'utilisation de ce bâtiment en l'état actuel qui est proposé. Et bien entendu, il faudrait une construction pour héberger l'escalier, l'ascenseur, les sanitaires et les lieux de stockage, qui serait donc une construction qui serait adjointe à ce bâtiment. Et éventuellement, entre cette Gozitech et le jardin qui sera réalisé derrière, peut-être quand même un local qui permettrait d'y avoir une cafétéria, un lieu de rencontre où on peut prendre un café, échanger, etc. Enfin voilà. Mais ceci est un petit peu laissé à la proposition. Enfin, l'Archi devrait nous le faire. C'est dans le programme. Hein, je pense que ce lieu de rencontre, malheureusement, nous n'en avons plus beaucoup à Bischheim. Alors vous voyez bien que le principe, c'est d'avoir quand même un ensemble qui fonctionne de manière transversale, c'est-à-dire que si le lieu de lecture est au 2e étage, si un
éditeur, un auteur souhaite faire une conférence, dédicace, etc., il peut le faire au premier. Peut-être qu'au rez-de-chaussée, les périodiques, ils seront plutôt au rez-de-chaussée pour être plus accessibles et que les gens puissent échanger. Enfin, je ne sais pas, mais alors la concertation, elle se fera, hein, ça je me gardons tout de suite, elle se fera dans le cadre du fonctionnement, de l'utilisation, de l'équipement, de l'aménagement, de l'animation, etc. Voilà à peu près la situation actuelle. C'est donc... voilà. Donc, il y a aussi... alors, si la délibération est faite aujourd'hui, c'est donc pour permettre à l'Archi de pouvoir travailler. Et aussi, surtout, c'est le 3e paragraphe qui est important, c'est d'avoir des subventions de différentes provenances, notamment en matière de préservation de bâtiments remarquables non inscrits. Ouais. Voilà. Et donc le calendrier est très serré parce qu'il faut que ce soit déposé pour février. Donc voilà, on bouscule un peu. Je propose d'abord Gérard Chimère. On peut lui donner le micro ? Non, attends. À moins que Gérard ne veuille rien dire. Alors c'est un peu compliqué pour moi maintenant parce que tu m'as grillé au départ par rapport aux questions que je voulais poser, mais je vais les poser tout de même. C'est bien, comme ça, ce que j'ai déjà répondu. Ouais, nous devons aujourd'hui voter pour la maîtrise d'œuvre du sapin vert. Personnellement, moi, je n'y croyais plus. Hein. Il semblerait que ce soit une de vos promesses électorales de 2014 qui se concrétise enfin. Et là, tu viens de me dire qu'on est pressé pour demander des subventions. On avait 6 ans de temps là. Hein. On aurait pu travailler sur ce projet. Bon, bref. Alors, en découvrant l'ordre du jour du conseil municipal évoquant la réhabilitation du sapin vert, on estime les travaux à 1 600 000 €, hors des amiantages, mobilier et informatique. Alors, la question qu'on se pose... La démocratie participative que vous avez mis en avant dans votre programme électoral avec un adjoint dédié ne semble pas avoir été adoptée. Et je reprends encore un de vos mots, œuvrons ensemble. Pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. Hein. Voilà, qui a bien été cité dans votre projet pour 2020. Les associations sportives, culturelles de la ville n'ont à aucun moment été consultées par rapport à leurs besoins. Les besoins, c'est vous qui les avez évoqués. Plusieurs questions nous viennent donc à l'esprit. Sur quels critères et avec quels partenaires ce projet a-t-il été instruit ? Parce que là, si on parle d'1 600 000 €, c'est qu'on a déjà construit quelque chose autour. Mais on en a parlé avec qui ? Y aura-t-il un groupe de travail dédié pour ce projet ? Quelle sera l'utilisation des locaux ? Tu as pour une partie répondu. Quelles sont les associations qui en bénéficieront ? Y aura-t-il une tarification ? Sur quels critères ? Voilà. Merci. Gérard Chan. Oui, les bras m'en tombent là ce soir. À Bischheim, c'est formidable. Les promesses passent et rien ne change. C'est incroyable. Vous annoncez ce soir le résultat d'une concertation qui n'a pas eu lieu. C'est dingue. On nous parle de démocratie participative pendant la campagne électorale et ce soir, on nous fait un projet ficelé. Alors si, j'ai retenu, il y aura peut-être une concertation ciblée pour savoir si les périodiques seront au rez-de-chaussée ou au 2e étage. C'est pas ça la démocratie participative. Enfin, je crois que l'adjoint n'est pas là. J'espère que son absence n'est pas liée au fait que sa barque soit déjà trop chargée ou trop vidée. Enfin, j'espère que vous avez au moins concerté avec votre groupe ou avec votre exécutif, avec vos adjoints, parce que là, c'est vraiment les bras m'en tombent. Le projet est ficelé. Alors, si je comprends bien, il faut attendre qu'on ait le sapin vert. Vous avez dit tu as dit en début d'intervention qu'il faut attendre d'avoir le sapin vert pour faire des réunions de concertation. C'est incroyable. On fait... Bon, peut-être que dans 6 ans, parce que, comme l'a dit le collègue, c'est un projet de 2014 qui commence à être mis en œuvre maintenant. Donc les promesses de démocratie participative de 2020, elles commenceront à être mises en œuvre en 2026. Enfin, je vous demande, mais elle est où la concertation dans ce projet ? Elle est où ?
C'est projet, Jean-Louis fait son projet sapin vert. Voilà. Mais alors, il ne faut pas prendre les vessies pour des lanternes. Hein. Il faut dire que c'est un projet, point, qui est décidé par le maire, avec peut-être 1 ou 2 adjoints, mais il ne faut pas nous parler de concertation et de démocratie participative. C'est pas possible. D'ailleurs, il ne faut pas mettre la responsabilité sur les petites bestioles, hein, sur les petits virus, parce que des outils de démocratie participative, il y en a même en moment de concertation. Et c'est pas les démocraties participatives, c'est pas que les réunions publiques où la moyenne d'âge tourne plutôt entre 65 et 70 ans. Il y a des réseaux sociaux, etc., pour atteindre d'autres publics dans les concertations. C'est dommage, l'adjoint n'est pas là, mais à l'occasion, je veux bien en échanger avec lui pour faire avancer enfin cette question de démocratie participative à Bischheim, parce qu'on ne peut plus en rester. Là, on est au XXe siècle, là. Là, on est dans ce projet-là. C'est un projet comme ça a été fait. On revient dans les années de pompidolisme, ou je ne sais pas. Enfin, on est... je ne sais pas à quelle époque, là, on est faire rentrer Bischheim dans le XXIe siècle. Enfin, les citoyens ne peuvent plus accepter comme ça d'être tenus à l'écart des projets aussi importants, aussi structurants pour notre commune que ça. Enfin, voilà, je m'arrête là parce que je suis scotché. Christelle Laforêt, et puis après... Oui. Alors, les bras en tombent à Gérard. Moi, je dirais, les bras m'en tombent, Gérard, de croire que tu étais aussi naïf que ça, de penser qu'il y aurait une participation. Voilà. Après, c'est leur projet phare. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut être juste réaliste. C'était leur programme. C'est leur programme. Voilà. Ils le font, ils l'appliquent. Voilà. Après, c'est bien si ça te choque, parce que moi, ça ne m'a pas choqué du tout. Donc, voilà. Alors, c'est vrai que la formulation... effectivement, c'est déjà fait. Voilà. Après, comme tout à l'heure il l'a dit, ils ont travaillé pendant leur campagne, ils se sont vus. Donc voilà, ils ont établi un projet. Enfin, comme tu le dis, j'espère que c'est leur projet initial. Bon, pas tout à fait, puisque il n'y a plus les associations. Mais bon, après, en dehors de ça, je vais dire enfin, il va être fait quelque chose de ce bâtiment. Pas au coût qui était initialement prévu lors du précédent mandat. J'espère qu'il va y avoir des aides, effectivement, qui vont arriver. Après, moi, je souhaite que dans ce projet, on puisse intégrer, justement, profiter. Et là, j'espère que Nadia, là-dessus, travaillera avec, en commission et tout, par rapport à ce projet. Parce que je pense qu'effectivement, il y a plein de choses à faire. Et je pense qu'on peut avoir aussi beaucoup d'aide, notamment à la région, pour ce qui concerne en fait énergie renouvelable et tout. Donc je pense qu'on peut effectivement tabler sur, si on part vraiment sur un projet structuré et tout. Voilà. Après, voilà, je pense que ton expérience, Gérard, voilà quoi, je veux dire. Vraiment, c'était un conseil municipal où Merci. j'aurais rigolé. Il y avait Séville Arras, je crois. Ah, salut. Ça marche. Je vais Il y a en au moins rajouter quelque une chose couche. qui marche à Bischheim, c'est les micros. Donc, j'en rajoute encore une couche, malheureusement. Oui, mais ça, on a l'habitude. Où est la démocratie participative, celle qu'on attend depuis tellement de temps? Hormis donc, cette partie-là, ma question va être de est-ce que vous avez déjà des plans, des projets? Est-ce qu'on peut avoir des images? Est-ce qu'on peut avoir une vidéo? On peut avoir des slides sur ce projet-là? Alors, je n'ai pas l'habitude de répondre tout de suite, mais là les bras et les jambes m'en tombent. Parce que là, non, mais Gérard, j'ai l'habitude, il fait son... Non, cinéma, enfin, je sais pas, il y aura une salle de cinéma. Non, mais attendez, je veux bien, mais là... Alors, tu dis tout et son contraire. Aujourd'hui, tu dis, vous allez trop loin. Pourquoi? Parce qu'un bâtiment, une construction, un ensemble, ça, on ne peut pas demander aux gens, est-ce qu'on met une brique comme ça, une brique comme ça? Ça a toujours, toutes les collectivités ont construit le bâtiment. Je regrette, mais dans la ville voisine à côté, on a fait une médiathèque.
Si vous aviez demandé aux habitants comment ils veulent leur médiathèque, personne n'aurait signé pour ce qui a été fait. Personne. Et ça a été fait. Par contre, après, on dit aux gens comment ça va fonctionner. Comment ça va fonctionner. Et c'est ça le problème. Donc, me dire aujourd'hui, moi je vous dis, il y a une coquille vide. Coquille vide. Et la concertation, c'est qu'est-ce qu'on fait dedans, comment on le fait, comment on l'agence et comment on le fait vivre. Ça, c'est important. Mais qu'il y ait une fenêtre en bois ou en plastique ou la peinture rouge ou verte, mais ça, on s'en fiche. C'est pas le problème. La concertation, elle aura lieu. Et quand on dit que c'est un projet qui date de 2014, c'est faux. En 2014, le projet était le guichet unique. Je le répète à chaque fois, mais ça, je continuerai à le répéter puisque vous posez la même question. Et Gérard, il commence... Un jour, il faudra quand même que je lui explique, parce que c'est pas possible qu'il puisse pas comprendre. Ça fait la 20e fois qu'il pose la question. C'est pas possible. Ce bâtiment, à l'époque, et c'est pour ça que c'était beaucoup plus cher, il devait y avoir je sais pas combien de centaines de milliers de mètres carrés, devait avoir tous les bureaux de la mairie, tout, etc. Et puis on s'est rendu compte que c'était pas la bonne chose. Et quand la concertation qu'on a menée sur le premier projet Sapin Vert, c'est pas nous qui avons changé d'avis, c'est qu'on nous a fait comprendre que c'était pas la bonne solution. Donc de dire que nous ne sommes pas à l'écoute, c'est faux. Nous le sommes. Et après, la mairie a été faite. C'est le projet guichet unique qui a été réalisé. Et nous sommes maintenant sur un autre projet, puisque le bâtiment existait encore. Et lors de la campagne électorale, avec l'équipe qui m'entoure, et nous en avons parlé à plusieurs reprises lorsque nous avons fait la campagne, j'ai dit, il y a des écoles à faire, des gymnases à faire, mais ça c'est technique. Mais le projet qui doit marquer notre mandat, c'est le bâtiment du Sapin Vert. Voilà. Et aujourd'hui, c'est celui qui va être fait. Alors me demander si j'ai déjà les plans, la vidéo, le machin, comment ça fonctionne, j'espère que c'est une question piège pour que je tombe dedans, mais ça, c'était un peu gros. Hein. Ouais. Allez, Jean-Pierre. Oui, merci pour toutes ces explications. Vous voyez que c'est un projet qui me passionne. Hein. Oui, on voit d'ailleurs, ça passionne tous les conseillers municipaux qui n'ont pas ouvert la bouche. Nous sommes une équipe avec un capitaine qui s'exprime pour l'équipe. Alors, moi, c'est pas obligé que l'ensemble d'un groupe prenne la parole pour dire la même quand même. chose. Tout le monde est là pour participer. Oui, Nous, on participe tous. Ben oui, ça se voit. Merci de me donner la parole. Donc, je ne vais pas en rajouter une couche, mais je vais simplement relier la question du Sapin Vert à ma première intervention, finalement. Puisque le Sapin Vert, comme on le hisse haut et fort ce soir et depuis quelque temps, c'est aussi un projet structurant, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et donc, moi, je pense que ça s'inscrit tout à fait dans l'environnement urbain global, à la fois du centre-ville et plus globalement sur Bicham, qui est étendu, qui a une structure tout à fait particulière, pas facile à aménager, il faut bien le reconnaître. Mais aujourd'hui, on a l'opportunité de repenser un centre-ville. À Bicham, on n'a pas de centre-ville. On a 2 grandes rues qui se croisent, c'est tout. Voilà, à Butte Périgueux, route de Bichevillers, et quelques quartiers périphériques et un vieux centre. Enfin, un vieux quartier. On n'a pas de centre-ville, pas d'endroit où les gens peuvent se promener, échanger, etc., dans la rue, venir du marché, etc., et aller chez les commerçants ou autres. Ça n'existe pas. Il n'y a que des voies de circulation, en fait. Voilà. Donc, on déshumanise la ville. Aujourd'hui, on a l'opportunité, avec tout l'espace qu'il va y avoir, rue du Général Leclerc, et en passant par ici, enfin juste derrière moi, jusqu'au Sapin Vert, le Sapin Vert, bâtiment qui va drainer beaucoup de monde tous les jours. J'espère. Mais je l'espère aussi, pour les multiples activités et possibilités qu'il y aura, mais on a un trottoir d'1 mètre devant, on ne peut pas y aller. Comment on va faire? Comment on va penser ça? La sécurité, quand on va faire une soirée, quand il y aura une salle de 200 mètres carrés, vous avez dit plusieurs salles, quand il y aura 100 personnes là-dedans, elles vont toutes arriver comment? Il faut penser la sécurité, avenue de Périgueux, il faut repenser globalement les accès, les stationnements, les trucs pour attacher les vélos, etc., etc. Il faut sortir de l'idée que Bicham, c'est 2 rues qui se croisent. Merci.
mais je vois qu'il y a quand même aussi une passion pour rentrer dans le projet et de m'aider à en faire quelque chose. Hein. Bon, maintenant, je rassure quand même, il ne faut pas non plus être excessif. Cela fait des dizaines d'années que je fréquente le Cheval Blanc avec parfois jusqu'à 400 personnes lors des vœux du maire. Et jusqu'à présent, il n'y a encore personne qui s'est fait tuer à proximité. Donc j'espère que ça n'arrivera jamais. Mais comme dit, la contrainte, c'est qu'aujourd'hui, nous avons l'avenue de Périgueux qui est de façade à façade trop étroite. Il faut au moins un trottoir, et encore, ils ne font pas tous à limite 1,40 m, et ils ont la chaussée de 6,50 m qui est nécessaire pour que 2 bus puissent se croiser. Quand on dit faites une piste cyclable sur l'avenue de Périgueux, c'est une connerie, parce que ça ne se fera jamais. Ou alors il faut supprimer les voitures. C'est tout. Donc il faut rester raisonnable. Il n'y aura pas de piste cyclable et personne ne pourra le faire. Même d'autres partis politiques à la place de moi à la mairie ne pourront pas le faire. Et en plus, aujourd'hui, il y a la volonté de l'Eurométropole de ramener la VLIO sur l'échangeur de l'autoroute, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute la circulation qui viendra sur la VLIO s'engouffrera par l'avenue de Périgueux, puisque la route du Général de Gaulle sera bloquée, étant donné qu'on mettra un tram dessus, et que les voitures qui viennent sur le VLIO ne s'arrêteront pas pour prendre le tram, et elles ne pourront que traverser l'avenue de Périgueux, et nous doublerons, triplerons le nombre de voitures qui seront sur l'avenue de Périgueux. Et ça, le maire de Bischheim, il n'y pourra rien. Donc il faut rester... Alors moi, je veux bien qu'on ait des débats, mais il faut que ces débats soient constructifs. Oui. Et pour être constructifs, il faut qu'ils soient réalistes. Oui. Voilà, faire une piste cyclable qui part de la route de Bischwiller pour aller jusqu'au pont Fario, en passant par la rue nationale qui sera refaite, qui sera présentée aussi, et la rue de la Bruche, pour faire une zone 20 sur l'ensemble du quartier. Je l'ai présenté. Mais il ne faut pas toujours critiquer simplement quand dans une commission il y a quelque chose qui ne colle pas, mais il faut aussi signaler les sujets qui collent. Tout à l'heure, on a une délibération pour planter 6 ou 7 arbres le long de la route de Bischwiller, une première, et supprimer des places de stationnement. J'ai entendu personne dire ça, c'est peut-être une bonne idée. Mais j'ai entendu dire... On a voté pour. Oh. Un petit mot de sympathie n'aurait pas été inutile. Bon, allez, on termine là-dessus parce que je voudrais quand même... Il y a encore d'autres sujets après le... Oui. Jean-Louis, je voulais juste... Oui, vas-y. Vous voyez qu'il y a quand même des conseillers municipaux et des adjoints juste pour qui prennent la répondre, parole. et en même temps, on vous laissez effectivement le temps de parole. Donc moi, je voulais répondre à Christelle. Bien évidemment, effectivement, c'est prévu. Donc on va associer, mais pas uniquement effectivement la dimension développement durable. Donc oui, Emmanuel Abella, donc s'il n'a pas pu être présent, donc c'est absolument pas en relation avec le sujet, ça c'est clair. Et évidemment l'ensemble des adjoints, puisque tous les sujets et notamment la dimension culturelle est extrêmement importante par rapport à ce projet. Donc encore une fois, moi ce que je retiens, c'est que c'est l'opportunité, vous l'avez dit, hein, c'est un projet extrêmement structurant. Donc ok, oui c'est vrai, donc là on a toute la partie infrastructure, mais c'est pas ce qui fera le projet. Donc ce qui fera le projet, c'est l'appropriation de l'ensemble des Bischheimois. On a un projet qui sera central, on a un projet donc qui va permettre justement finalement d'avoir un lieu de partage qu'on avait peut-être autrement aujourd'hui. Donc voilà, et évidemment donc qu'on a prévu une démocratie participative, des concertations comme on l'a fait pour le projet de la Cositec, hein, qui s'est très bien passé. Donc voilà, merci. Bon, on peut passer au vote ? Oui, rapidement parce que... Oui, bon, allez-y, vas-y. Non, mais il faut attendre le micro, c'est à cause du compte-rendu. Jean, excusez-moi, c'est juste pour rebondir sur le fait qu'effectivement, on est l'opposition, mais on est également là pour travailler dans les commissions avec tous les collègues pour les habitantes et les habitants. Donc, on n'est pas là que pour critiquer. Certes, on critique des choses, mais parce qu'effectivement, on attend plus de choses de votre part. Mes collègues de la commission cadre de vie sont bien là. On leur a bien dit que le projet en cours était très bien et qu'on était prêt à travailler avec pour les habitantes et les habitants. Voilà. Merci. Gérard sait que j'ai un petit côté taquin de temps en temps. On est exigeant.
qu'on est exigeant. Monsieur Mais c'est le bien, maire, qu'on est j'aime exigeant. bien que les gens soient exigeants avec moi parce que ça me Voilà, pousse à maintenant- l'excellence. Mais oui. Maintenant, je suis d'accord avec Christelle, mais sur ce projet-là, elle avait raison. C'est votre projet, vous le faites à votre main. Et voilà, c'est pas une forme Écoutez, de naïveté. je Des pense- des fois, on croit aux promesses comme ça quand elles sont faites. J'espère dans les qu'il campagnes. se portera bien, qu'il sera disponible fin 2022, début 2023, et que quand il sera là, vous, même pas en public, mais en privé, vous me direz, c'est quand même formidable ce que vous avez fait. Quand les choses sont bien, on n'a pas peur de les dire en public. Non. Voilà, on passe au vote. Qui est-ce qui m'autorise à un certain nombre de choses? Alors, qui est-ce qui est contre? Qui s'abstient? 6 abstentions. Je vous remercie. Je donne rapidement la parole à Christine. Oui, vas-y. Oui, merci Monsieur le maire. Donc effectivement, à propos de l'Eurométropole, parmi les nombreuses délibérations examinées lors des conseils des 23 octobre et 20 novembre, quelques précisions à propos de 5 délibérations. Le 23 octobre, le Conseil a approuvé la déclaration d'état d'urgence climatique et l'accélération de la mise en œuvre d'actions concrètes du plan climat 2030, en validant le principe de la constitution de l'Alliance pour le climat ainsi que la constitution de l'Agence du climat de l'Eurométropole de Strasbourg, dont les statuts feront l'objet d'une délibération ultérieure. Monsieur le maire et moi-même, nous sommes abstenus et je me permets d'apporter une explication de vote. L'urgence climatique est réelle et nous sommes bien évidemment pour l'accélération de la mise en œuvre d'actions concrètes. Mais la délibération qui nous a été présentée n'a pas fait l'objet d'une véritable co-construction préalable. Le rôle de l'Eurométropole doit rester un rôle d'accompagnement des communes dans leur politique climatique et la délibération telle que présentée nous a semblé aller au-delà de ce rôle. Dans notre commune, tous les services sont engagés et mènent depuis plusieurs années des actions concrètes en faveur de l'environnement avec des résultats très encourageants. Le travail se poursuit actuellement dans la transversalité, notamment à travers la commission Plan Climat, présidée par notre adjointe au développement durable, et cette commission a d'ores et déjà commencé un travail de réflexion sur les axes du plan climat 2030. Il nous a donc semblé important que préalablement à des décisions au niveau eurométropolitain, il soit pris en compte les réflexions et apports de l'ensemble des élus de notre commune pour tenir compte de la spécificité de notre commune en intégrant également l'urgence économique et sociale. Le 23 octobre, le Conseil a approuvé la passation d'un accord cadre à bon de commande relatif à l'achat de masques de protection. Il s'agit, dans cette délibération, du lancement d'une procédure de mise en concurrence visant à conclure un accord cadre à bon de commande sans minimum ni maximum qui devra permettre de répondre avec souplesse et réactivité aux besoins de masques de protection au fur et à mesure de leur survenance et en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Il devrait être attribué et notifié au courant du mois de janvier 2021. Lors du Conseil du 20 novembre, le Conseil de développement de l'Eurométropole a présenté son rapport d'activité 2019-2020. En substance, le rapport d'activité insiste sur le fait que cet organisme de consultation citoyenne verra son rôle renouvelé pour cette mandature avec une plus grande implication des citoyens et comment mieux travailler avec le Conseil de développement. Le renouvellement de ses membres est prévu en février 2021 et une délibération sera prise lors du prochain Conseil, demain, pour déterminer les modalités de renouvellement des membres du Conseil de développement. Un appel à candidature sera ensuite lancé et relayé largement dans toutes les communes de l'EMS. Pour information, le Conseil du développement a été saisi sur 2020-2021 à propos de 3 sujets. La modification numéro 3 du PLUI, et à ce titre, le groupe de travail urbanisme rendra un avis pour fin 2020. La 5G, et à ce titre, le groupe de travail numérique rendra son avis pour janvier 2021. Et le 3e sujet, l'accompagnement des citoyens dans le cadre du déploiement de la zone à faible émission. Ensuite, dans la continuité des actions de soutien aux entreprises impactées par la crise sanitaire, le Conseil de l'EMS a approuvé le 20 novembre le règlement fixant les conditions et modalités de mise en œuvre du dispositif prévoyant une aide au loyer à destination des activités de proximité ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public
et des établissements de la filière tourisme, hôtellerie, restauration, événementiel. Il a été approuvé une dotation de 2 millions d'euros pour ce fonds. Toujours à propos du soutien économique, le Conseil du 20 novembre a également pris une délibération relative à un avenant à la convention de participation au fonds Résistance. Pour information, je vous rappelle que par arrêté du 14 mai 2020, le président de l'Eurométropole, habilité par la loi d'urgence de mars 2020, a validé la participation de l'Eurométropole au fonds Résistance Grand Est de la région Grand Est. Un fonds sous forme d'avance remboursable pour soutenir la trésorerie des associations, entrepreneurs, micro-entrepreneurs et petites entreprises. L'Eurométropole a signé une convention de participation financière avec la région Grand Est d'un montant de 988 178 € qui devait être versé en une seule fois. Au regard du taux de consommation actuel du fonds, la région Grand Est propose la possibilité d'un versement en 5 tranches à hauteur chacune de 20% du montant de la contribution. Le Conseil a approuvé et autorisé la signature de l'avenant portant sur ces modalités de versement de la participation. Et le Conseil, dans la même délibération, a également approuvé les aménagements proposés par la région Grand Est, qui sont les suivants. Permettre aux petites entreprises et associations d'être accompagnées financièrement au titre d'un besoin de trésorerie couvrant une durée étendue, soit jusqu'au 30 juin 2021, et dans la limite des plafonds prévus au fonds, avec une date limite de dépôt de dossier au 1er juin 2021. Et deuxième point, élargir le bénéfice de ce fonds aux acteurs économiques du monde agricole. J'en ai terminé avec les précisions que je souhaitais apporter et le prochain conseil de l'EMS aura lieu demain, le 18 novembre, à suivre en direct sur strasbourg.eu. Merci pour votre attention. Merci. C'était une information. C'est bon. Alors donc, avant de nous quitter, un petit sujet qui marque l'actualité. Chaque fin d'année, c'est les dégradations, les violences de plus en plus importantes. Et donc cette année, avec le contexte particulier du couvre-feu. Donc vous avez pu lire dans la presse aujourd'hui que les maraudes étaient remises en question. Je suis pour ma part convaincu que nos quartiers ne devraient pas être livrés à eux-mêmes ce soir du Nouvel An, où seuls quelques policiers pourraient assurer une forme de surveillance et de présence. Le couvre-feu fait que personne ne devrait être dehors ce soir-là. Toutefois, le principe de réalité nous fait craindre des débordements et la présence d'adultes identifiés, sensibilisés, responsables devrait être nécessaire. Et c'est une véritable mission de service public. La préfecture nous dira prochainement sa position sur les maraudes. En attendant, je pense qu'il serait judicieux que les associations concernées, c'est celle de AP2E aux écrivains et Échange au Dirbaden, puissent quand même se préparer, faire les listes et obtenir les agréments de la préfecture au cas où. Il est plus facile en dernier moment d'annuler quelque chose que de créer, puisque je crois savoir, d'après ce que Marie-Laure m'a dit, que c'est le 28 que Madame la préfète prendra une décision. Donc si le 28, rien n'est prêt, et ce ne sera pas prêt. Donc c'est un petit peu... je voulais aussi remercier officiellement et de manière très sincère les associations qui sont présentes depuis des années, et qui font un travail vraiment remarquable. Bien entendu, il n'est en aucun cas question de risquer leur sécurité, et donc c'est avec la préfecture qu'il faudra voir. Un certain nombre d'associations ou de structures seront présentes. Je sais déjà que sur Bischheim et Schiltigheim, puisque nous travaillons en concert avec Madame la maire de Schiltigheim, la protection civile sera présente. Nous avons signé une convention avec eux pour également intervenir sur Bischheim.
Je ne sais pas si d'autres structures seront sur le terrain après 20 heures ou pas. Enfin, tout ça, c'est aujourd'hui en questionnement. Moi-même, je dis, inquiet si vraiment personne ne devait être dans la rue et que vous voyez que malgré l'interdiction, malgré le couvre-feu, nous avons tous les soirs du mortier. On voit même que c'est un bichamois qui, semblerait-il, était le pourvoyeur. Encore cette nuit, à 0h37, il y avait eu un vrai feu d'artifice, etc. Donc, je ne pense pas que, parce que c'est le 31, qu'il n'y aura rien. Et voilà, donc je suis moi-même un peu inquiet. Nous avons, avec Madame Dambach, nous sommes intervenus auprès de la présidente de l'Eurométropole pour faire en sorte qu'il y ait encore des collectes d'ordures le 31, pour éviter aussi que les poubelles ne soient source de l'enlèvement de dépôts sauvages, etc. Mais je crois que nous ne sommes pas les seuls à le demander. Strasbourg a aussi d'autres quartiers sensibles. Voilà, donc on va faire avec. Mais juste que vous sachiez la position que je défends, c'est si les garanties sont là et que la préfecture est d'accord, je pense que les maraudes, ça ne serait pas une mauvaise chose. Maintenant, si la préfecture ne le souhaite pas, je n'irai pas à l'encontre. Gérard. Oui, si tu permets, Jean-Louis, je voudrais m'associer aux remerciements aux acteurs qui, depuis des années, interviennent sur ces territoires, et notamment le soir du 31. Et je pense que probablement il n'y aura pas grand monde cette année dans les quartiers, vu les tergiversations, à un moment donné. Soit c'est des bénévoles, mais il y a aussi des associations avec des salariés, et parfois on ne peut pas attendre l'incertitude, comme tu le dis, du 28 décembre, soit pour engager des moyens conséquents quand on est une association pour préparer des choses qu'on ne peut pas mettre en œuvre, etc. Donc il y a vraiment je ne voudrais pas polémiquer, mais il y a vraiment un problème de stratégie et d'inconséquence du côté de l'État, là, qui me laisse, moi, un peu un goût amer. Et c'est pas seulement lié au Covid, ça fait 2-3 ans qu'il y a comme ça des divergences entre des collectivités, enfin qu'il n'y a plus de cohérence d'action le soir du 31 décembre dans les quartiers. Et évidemment, quand il y a de l'incohérence, le risque est d'autant plus grand. Voilà. Je ne sais pas, Christelle Laforêt. Oui. Alors, effectivement, depuis 2014 qu'on est élu, enfin, en tout cas, le 31 au soir, je fais le tour, comme toi, et puis, enfin, voilà, sur les écrivains et sur le Guirbaden. Donc, effectivement, l'association de M. Kassaoui et puis M. Daoudi sur Échange font un travail, effectivement, formidable. Heureusement que M. Kassaoui a une figure quand même reconnue et qui a quand même une influence sur certaines personnes et certains jeunes. Après, au-delà de ça, bon, après l'État, ça c'est encore autre chose. Hein. Enfin bon, bref, voilà, ça fait politique de la ville de 30 ans. À un moment donné, il faut peut-être se poser les bonnes questions. Après, en dehors de ça, moi, ça m'énerve quand j'entends, voilà, il faut qu'on range les poubelles et tout. Et moi, j'ai déjà eu nos poubelles. On a déjà eu nos poubelles de brûlées et voitures vandalisées et tout, hein, Gérard. Hein, je veux dire. Donc voilà, mais en fait, ça m'énerve vraiment de me dire, bah voilà, il faut qu'on range les poubelles, il faut qu'on voici parce que y a des gens qui vont venir brûler et tout. Enfin, voilà. Moi, je suis désolée. C'est pas des actes que je cautionne. Tout à fait. Et après, enfin, en tout cas, voilà, moi, c'est des choses que je comprends pas. Ça m'énerve, ça m'agace. Après, on en revient effectivement sur la politique de la ville. Ça, on en revient, c'est autre chose. Enfin, en tout cas, voilà. Autre chose avant de terminer, parce que je pense que tu termineras le débat. Je voulais juste dire à Alexis qu'on remerciait le CIFAS pour sa participation active chaque année pour les aînés.
Merci d'y avoir pensé. C'était dans mon intention quand j'ai parlé des petits gâteaux. Je l'ai oublié, tu m'en veux pas. Donc effectivement, les gâteaux ont été emballés par les jeunes du CIFAS et les paniers ont été remplis par eux. Et puis quand les circonstances le permettront, on leur fera une petite fête ou quelque chose, enfin pour les remercier. Mais ils étaient très heureux de le faire. Hein. J'ai participé, j'ai passé l'une ou l'autre fois. Ils étaient très heureux. Voilà. Maintenant, juste Christelle, le problème, c'est pas seulement le 31, l'histoire des poubelles. Tu m'as encore appelé hier ou avant-hier pour un matelas qui traînait. Non, nous faisons à Bischheim. Ils étaient en train de vous faire brûler. Hein? Oui, il traînait. Il pouvait pas être. S'il n'avait pas traîné, on n'aurait pas pu l'incendier. Mais on a à Bischheim un service de propreté qui fait une grande partie du travail que devrait faire l'Eurométropole. Mais si on appelle l'Eurométropole pour dire un matelas, ils vont dire dans 2 jours on passe. Ils ne peuvent pas venir dans tous les quartiers avoir la même réactivité que nous. Nous, on est dans le secteur. Et on le fait, et on enlève les déchets, et puis voilà, il y a des conseillers qui téléphonent, qui voient, etc., qui appellent les services. Il faut qu'on soit tous réactifs sur cela pour avoir un maximum de propreté, de qualité de vie. Hein. Ça fait partie aussi, tu sais, tu dis il n'y a pas de centre et tout, mais quand il y a des déchets qui traînent partout, c'est pas bien non plus. Hein. Voilà. Donc non, mais on va pas continuer là-dessus, mais je crois que c'est important, cette qualité de vie, d'enlever les saletés, etc. Alors, j'ai quand même une petite bonne nouvelle pour finir. Vous savez que nous avons pour faire préparer l'avenir et le centre de Bischheim, qui est donc cet angle entre la rue de Leclerc et la rue de Bischwiller, avec des bâtiments qui sont vétustes et tout. Donc nous avons acheté le bâtiment qui était hébergé, où était hébergée la bijouterie de M. Grasse. Bon. Et puis donc, on a toujours dit, s'il y a une solution de bail précaire sur 2 ans, n'importe. Et donc, je peux vous annoncer que M. Lauck de l'eau à la bouche est en train d'installer un petit lieu de vente traiteur, pas restauration, mais les plats emportés, du saumon, enfin bref, des choses. Il est en train de s'installer donc pour tester la possibilité de faire quelque chose de plus grand sur Bischheim, donc voilà, ça permettra d'avoir un petit truc. Alors, je vous conseille quand même d'aller lui faire une petite visite quand il aura ouvert. Ouais. Oui, Christelle. Oui, bah, alors là, pour moi, c'est une excellente nouvelle parce que quand l'eau qu'ils ont fermé, je trouvais que c'était dommage pour la ville de Bischheim. Ouais. C'était une institution sur Bischheim. Et en dehors de ça, il a, pour les autres, il y a l'eau à la bouche. Donc le fils, c'est lui, je sais justement, c'est pour ça que je dis. Voilà. Bon, ben écoutez, moi je vous salue toutes et tous. Je vous souhaite de belles fêtes. On est tous un peu déçus, sur tous les bancs, de ne pas pouvoir avoir un moment de convivialité, de sympathie qui fait un peu le propre de Bischheim. Je salue aussi toutes celles et ceux qui nous ont écoutés, qui nous ont suivis. J'espère que c'était pas trop long, que c'était intéressant. Et à vous aussi, chers Bischheimois, chères Bischheimoises, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Continuez à vous protéger parce que vous voyez, le Covid, il attaque très fort et très haut. Donc, personne n'est à l'abri d'être attaqué. Voilà. Et bonne soirée, vous avez 20 minutes pour rentrer. Au revoir.